Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de laine minérale sont produites dans le monde. Un matériau capable de dompter le froid, le feu et même la catastrophe climatique. Vous serez surpris d'apprendre que, pour la créer, on fait fondre des roches, du verre et même des déchets sidérurgiques. Dans cette vidéo, vous verrez comment, à partir de lave incandescente, naît une laine duveteuse, pourquoi elle est plus fine qu'un cheveu, et comment elle empêche l'émission de 200 tonnes de CO2. Mais surtout, nous allons révéler un secret que les fabricants taisent soigneusement. Regardez jusqu'à la fin, vous apprendrez ce que la plupart des gens ne soupçonnent même pas. À la base de cette transformation magique se trouve une matière première, offerte par la nature elle-même ou par l'industrie. Pour créer la plus connue, la laine de roche ou de basalte, on utilise exclusivement des roches volcaniques, basalte, gabbro, dolomie et calcaire, qui constituent jusqu'à 98% du poids du produit fini. Dans un autre cas, pour la production de laine de verre, les principaux composants sont le sable de quartz, la soude, le calcaire et, ce qui est crucial d'un point de vue écologique, jusqu'à 80% de verre recyclé, calcine. Il existe également la laine de laitier, fabriquée à partir des scories de hauts fourneaux, un résidu de la production métallurgique. Tout commence sur le parc à matières premières, par une préparation minutieuse. Les roches sont concassées et triées pour obtenir des fractions de la bonne taille et une composition minérale idéale. Les composants du futur verre ou de la future roche sont dosés avec une précision d'apothicaire, car c'est des bonnes proportions que dépendent les propriétés clés des futures fibres, leur solidité, leur durabilité et leur résistance à la température. Ensuite, le mélange préparé, que les professionnels appellent la composition, est envoyé vers son cœur ardent, le four de fusion. Il peut s'agir d'un cubilot vertical, où la matière première fond sous l'effet de la chaleur dégagée par la combustion du coke, ou d'un immense four à bain. Ici, à une température de 1400 à 1500 degrés, les composants solides se transforment en une masse en fusion homogène et visqueuse. Ce processus est surveillé en permanence, car le moindre écart de température peut altérer la viscosité de la masse, et donc influencer l'épaisseur et la longueur des futures fibres. Quand la roche a finalement cédé au feu et s'est transformée en une masse liquide, vient l'étape la plus cruciale et la plus spectaculaire, la fibrillation. La masse en fusion est déversée en un fin filet sur les rouleaux d'une centrifugeuse, tournant à une vitesse folle. Sous l'effet d'une force centrifuge colossale, la masse incandescente est étirée et déchirée en des millions de filaments microscopiques. Pour les rendre encore plus fins, on y dirige en plus un puissant jet de gaz chaud ou de vapeur. Tout ce processus ressemble beaucoup à la fabrication de la barbe à papa, sauf qu'à la place du sucre, il y a de la roche en fusion. Directement pendant la formation de ces fibres, on y pulvérise un liant spécial, généralement à base de résine sans danger. Il est nécessaire pour lier les milliards de filaments individuels en un tout cohérent. On y ajoute également des additifs hydrofuges qui confèrent au futur isolant ses propriétés déperlantes. Un nuage de ces fibres fraîchement créées, déjà traitées avec le liant, se dépose doucement sur un large convoyeur en mouvement. Un mécanisme pendulaire spécial les répartit uniformément sur toute la largeur, formant un premier tapis, encore lâche et doux. C'est ici que se met en place la future structure du matériau, chaotique ou stratifiée, dont dépendront ses caractéristiques mécaniques. Pour que ce tapis duveteux acquiert solidité, élasticité et sa forme définitive, il est envoyé dans une longue chambre de polymérisation.
Ici, sous l'effet d'air chaud à une température d'environ 250 degrés, la résine liante durcit, liant solidement les fibres entre elles en une structure tridimensionnelle. L'humidité excessive s'évapore, et de la chambre sort une nappe de laine minérale déjà solide et stable. Après cette trempe à chaud, le matériau a besoin de refroidir. Des ventilateurs y font passer de l'air à température ambiante, le préparant pour l'étape finale. La bande infinie de laine minérale arrive sur la ligne de découpe. Des scies circulaires et des fraises acérées la découpent en longueur et en largeur pour former des panneaux ou des rouleaux de dimensions précises. Les usines les plus modernes utilisent pour cela des complexes robotisés avec découpe au jet d'eau, ce qui assure une précision parfaite et une absence totale de poussière. La dernière étape avant que l'isolant ne parte sur les chantiers, c'est l'emballage. Comme 99% du volume de la laine minérale et de l'air, on la comprime pour faciliter le transport et le stockage. De puissantes machines pressent le produit, réduisant son volume de plusieurs fois, et l'emballent hermétiquement dans un film résistant. Mais pas d'inquiétude, grâce à l'extraordinaire élasticité des fibres. Après déballage, le matériau retrouve en quelques minutes son épaisseur initiale et toutes ses propriétés uniques, prêtes à servir pendant des décennies, en conservant la chaleur et le confort de nos maisons. Il est important de noter que les usines modernes ont transformé la production en un processus pratiquement sans déchets. Toutes les chutes et les restes de matériaux sont collectés et retournés au tout début du cycle, dans le four de fusion, économisant ainsi les ressources naturelles et l'énergie. L'ampleur de cette industrie et son impact réel sont impressionnants. Le marché de la laine minérale en Europe est un secteur gigantesque, où la production annuelle dépasse les 10 millions de tonnes. Selon les estimations des experts, sur 50 ans d'exploitation, chaque tonne de laine minérale produite permet d'éviter l'émission de plus de 200 tonnes de dioxyde de carbone, grâce aux économies d'énergie sur le chauffage et la climatisation. Cette contribution colossale à la lutte contre le changement climatique fait de ce matériau non seulement un produit de construction, mais aussi un élément stratégique pour l'avenir. Bien que la laine minérale semble douce dans sa masse, chaque fibre individuelle est une aiguille microscopique de verre ou de roche. Son diamètre n'est que de 3 à 7 micromètres, soit environ 10 fois plus fin qu'un cheveu humain. Au contact du matériau, surtout lors de sa découpe, une partie de ces fibres minuscules mais fragiles se brise. Les fragments pointus se déposent sur la peau et irritent mécaniquement ses couches supérieures, provoquant une sensation de picotement ou de démangeaison. Cette sensation n'est pas une réaction chimique ou allergique, mais une irritation purement mécanique, semblable au contact de milliers d'échardes microscopiques. C'est pourquoi, lorsqu'on travaille avec de la laine minérale, il est nécessaire d'utiliser des équipements de protection individuelle, gants, vêtements à manches longues, lunettes et masques respiratoires. Les fabricants modernes ont considérablement amélioré la qualité de la fibre, la rendant plus élastique et moins cassante. Des liants de meilleure qualité retiennent mieux les fibres à l'intérieur du panneau, ce qui réduit la quantité de poussière et de particules libres. La laine minérale d'aujourd'hui est donc plus sûre et plus confortable à travailler que ses équivalents d'il y a 20 ans. Votre sèche-cheveux est cassé? Attendez, ne le jetez pas tout de suite à la poubelle. Chaque année, ce sont 50 millions de tonnes d'appareils électroniques qui finissent en montagnes de ferraille. Le plastique de votre vieux sèche-cheveux mettra 500 longues années à se décomposer, pendant que le plomb et le chrome toxique, eux, empoisonneront lentement la Terre. Mais
Et si on vous disait qu'à l'intérieur, il n'y a pas que du danger, mais aussi de l'or, du vrai? Et que près de 90% de votre appareil, qui semble bon à jeter, peut en fait être transformé en quelque chose d'utile. Dans cette vidéo, on va suivre le voyage incroyable d'un sèche-cheveux. Depuis votre salle de bain, jusqu'à une usine high-tech, pleine de robots, de presses et de fours chauffés à 1500 degrés Celsius. Regardez bien jusqu'au bout pour découvrir comment un simple sèche-cheveux participe à un processus de recyclage franchement étonnant. Alors, un sèche-cheveux contient plusieurs composants dangereux. Les éléments chauffants et les fils, par exemple, peuvent contenir du nickel, du chrome ou des soudures au plomb. Tout ça, ça pollue l'environnement. La carte électronique, elle, abrite des circuits intégrés, des résistances, des transistors. Et dedans, on peut trouver des traces de métaux des terres rares. Le plastique aussi. Il n'est pas toujours adapté au recyclage. Du coup, si vous jetez votre sèche-cheveux dans la poubelle classique, il finira en décharge. Là-bas, le plastique commencera à se décomposer. Ça peut prendre entre 100 et 500 ans. Et les métaux lourds risquent de contaminer l'environnement. Heureusement, on peut déposer les vieux sèche-cheveux dans des points de collecte spéciaux pour l'électronique. Dans beaucoup de villes, il existe des centres de récupération des déchets électroniques, où l'on reprend gratuitement les appareils électroménagers pour les recycler. On peut aussi rapporter l'appareil en magasin quand on en achète un nouveau. Dans certains pays, les magasins d'électroménager sont tenus de reprendre les vieux appareils pour s'assurer qu'ils soient recyclés. Autre option, l'atelier de réparation ou une association caritative. Si le sèche-cheveux fonctionne encore, même un peu, on peut essayer de le faire réparer ou bien le donner à quelqu'un qui en a besoin. Et si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même le démonter vous-même et apporter les différents matériaux au recyclage. Bon, c'est plus compliqué, c'est vrai. Mais ça permet de récupérer des métaux précieux et de réduire au maximum les déchets. Franchement, pour moi, le plus simple reste de le déposer pour le recyclage. Comme ça, il partira avec d'autres appareils vers une usine spécialisée. Là-bas, le processus de recyclage commence dès la collecte et le transport. Les sèche-cheveux sont rassemblés dans de grands conteneurs, des bacs qui font entre 1000 et 5000 litres, puis transportés par camion ou par conteneur. Une fois à l'usine, les appareils sont triés par catégorie. On met d'un côté les gros appareils, de l'autre le petit électroménager, et encore ailleurs les appareils électroniques. Les sèche-cheveux, eux, sont dirigés vers une ligne de démontage spécifique. Ils sont d'abord inspectés par des employés qui portent des gants et des combinaisons de protection, histoire d'éviter tout contact avec des substances potentiellement dangereuses. Après ça, c'est parti pour le démontage mécanique. Les appareils avancent sur un tapis roulant, où une presse automatique vient casser la coque en plusieurs morceaux. Ensuite, des bras robotisés s'occupent de dévisser les vis, de séparer l'élément chauffant et les fils. Puis, c'est au tour du moteur d'être retiré. Il est intéressant car il contient du cuivre dans son bobinage. Une fois que toutes les pièces principales sont extraites, elles sont triées par type de matériau. Le plastique, par exemple, passe dans un broyeur qui le réduit en petits morceaux de 5 ou 10 mm. Ensuite, il est nettoyé et refondu pour fabriquer de nouveaux objets. Les parties métalliques, comme les fils de cuivre ou l'élément chauffant, sont envoyées dans la fonderie. Là, la température grimpe jusqu'à 1200, voire 1500 degrés Celsius. Les métaux ainsi récupérés serviront à fabriquer de nouveaux appareils électriques. Quant à la carte électronique, elle est broyée, puis traitée avec des solutions chimiques spécifiques pour en extraire les matériaux de valeur, comme l'or, l'argent et le palladium.
En moyenne, près de 90% des matériaux qui composent un sèche-cheveux peuvent être recyclés. Le cuivre retourne dans l'électronique et les câblages. L'aluminium et l'acier sont réutilisés dans l'industrie automobile ou le bâtiment. Et le plastique recyclé peut tout à fait redevenir la coque d'un nouvel appareil. Les parties qui ne peuvent pas être recyclées, elles, sont dirigées vers un centre d'enfouissement sécurisé ou sont incinérées dans des conditions très strictes. Alors, qu'est-ce qui n'est pas recyclable exactement? Eh bien, certains types de plastique, comme les plastiques thermodurcissables, vous savez, ceux qui ne fondent pas et ne peuvent donc pas être remodelés. Il y a aussi les résidus de colle, de mastic et de résine. Souvent utilisés dans l'assemblage du sèche-cheveux, ils peuvent contenir des produits chimiques nocifs. Les circuits intégrés contenant des impuretés de métaux lourds ou les pièces qui sont imprégnées de substances toxiques. Ça non plus, ça ne se recycle pas. Et c'est pareil pour les restes de matériaux isolants, car ils peuvent contenir des substances cancérigènes impossibles à traiter pour le recyclage. Chaque année, le monde produit plus de 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Et seulement 20% environ sont correctement recyclés. Les sèche-cheveux, comme d'autres petits appareils, finissent trop souvent à la poubelle classique. Là, leur plastique pollue l'environnement pendant des siècles. Et leurs métaux lourds contaminent l'eau et le sol. Si chacun d'entre nous prenait l'habitude d'apporter ces vieux appareils au recyclage, ça aiderait vraiment à réduire la quantité de déchets dangereux, à préserver nos ressources naturelles et aussi à diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Tout simplement parce que réutiliser les matériaux existants demande beaucoup moins d'énergie que d'en extraire de nouveaux. Rien qu'aux États-Unis, par exemple, on génère environ 7 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et là encore, seulement 20% sont officiellement recyclés. Une fois démontées, donc, toutes les pièces du sèche-cheveux passent par une étape de tri selon leurs matériaux. Les composants métalliques. On parle ici des fils de cuivre, des pièces en aluminium ou en acier de la coque, de l'élément chauffant, atterrissent dans des conteneurs dédiés, avant d'être broyés. Le cuivre est ensuite séparé grâce à des techniques magnétiques et électrostatiques. Puis il part à la fonderie, où il fondra à 1084 degrés Celsius. L'acier et l'aluminium sont également refondus et serviront à fabriquer de nouvelles pièces pour l'électroménager ou pour l'industrie automobile. Les pièces en plastique, la coque, les boutons, l'isolation des fils, sont elles aussi broyées, mais en granulés. Ensuite, elles sont lavées et triées par type de plastique. Certains types pourront être transformés en nouvelles coques pour des appareils électroniques. Les pièces métalliques, une fois compressées en briquettes bien denses, prennent la route vers les usines métallurgiques. Là, elles seront fondues et réintégrées dans la production de nouvelles pièces. Le plastique, lui, est conditionné dans de grands sacs et transporté vers des usines spécialisées dans le recyclage des plastiques. Il y sera refondu pour fabriquer de nouveaux objets, comme des boîtiers pour l'électronique ou des composants pour les voitures. Le transport des composants toxiques et des résidus non recyclables, eh bien ça, c'est une autre histoire. C'est un processus extrêmement réglementé, qui demande des autorisations très spécifiques. Pour pouvoir transporter ce genre de matière, l'entreprise doit détenir une licence spéciale pour la manipulation de matériaux dangereux. Tous les conteneurs doivent être clairement étiquetés selon les normes internationales et être accompagnés de toute la paperasse nécessaire. Le transport lui-même se fait obligatoirement dans des camions spécialisés, équipés de conteneurs métalliques parfaitement étanches, histoire d'éviter toute émanation toxique ou fuite de liquide. Les chauffeurs,
Eux suivent une formation spéciale, parce qu'en cas d'accident, la moindre erreur de manipulation pourrait déclencher une véritable catastrophe écologique. Si ces déchets ultimes ne peuvent pas être incinérés en toute sécurité, ils sont alors conduits vers des décharges spécialement conçues pour les matériaux toxiques. Là, ils sont enfermés dans des capsules en béton hermétique ou confinés dans des enveloppes de protection multicouches. Tout ça, c'est fait pour garantir qu'aucune substance nocive ne puisse s'échapper et contaminer l'environnement. Ils sont minuscules. Mais sans eux, aucune voiture ne pourrait rouler. Les roulements automobiles, figure-toi qu'ils encaissent jusqu'à 10 000 tours par minute, supportent un poids allant jusqu'à 300 kg. Et pourtant, ils restent les héros invisibles de ta voiture. Chaque année, on fabrique plus de 600 millions de roulements dans le monde, et certains sont même devenus intelligents, avec des capteurs intégrés qui te disent eux-mêmes quand ils sont usés. Comment, à partir d'acier chauffé à blanc, naît une pièce dont la précision se compte au millième de millimètre près? Dans cette vidéo, tu vas tout voir. De la fusion brûlante au roulement du futur. Accroche-toi. Les roulements. Ils bossent dans des conditions super difficiles. Ils doivent supporter une pression énorme, le poids de la voiture, des rotations ultra rapides et même une météo pourrie. Donc, tu t'en doutes, fabriquer cette pièce, ça demande une précision de fou et les meilleurs matériaux possibles. La qualité du processus de fabrication, ça ne détermine pas seulement la qualité de la pièce elle-même, mais aussi la sécurité de la voiture et le confort du conducteur. C'est pas rien. Tout commence avec des fours industriels gigantesques, chauffés à des températures qu'on a du mal à imaginer, plusieurs milliers de degrés Celsius. Des blocs de métal brut, généralement de l'acier, sont enfournés là-dedans. Ils commencent alors à fondre doucement, se transformant en un métal liquide brûlant, brillant. On dirait presque de l'or liquide. Ce processus, c'est la fusion. Et son but principal, c'est de virer toutes les impuretés du métal pour le rendre le plus pur et le plus résistant possible. Pendant la fusion, on ajoute des éléments chimiques spéciaux, comme du chrome ou du nickel, qui améliorent les propriétés de l'acier, sa dureté, sa résistance à l'usure et sa capacité à encaisser de fortes pressions. Tout le processus est contrôlé par des spécialistes hyper expérimentés. Parce que le moindre petit écart de température ou de composition, ça peut flinguer la qualité du produit fini. Le métal fondu est mélangé super soigneusement pour obtenir une structure bien homogène. Et ensuite, on le coule dans des moules spéciaux pour qu'ils refroidissent. Ces moules permettent au métal de se solidifier sous forme de gros blocs qui serviront de base pour la prochaine étape de fabrication des roulements. Une fois que le métal a refroidi et s'est solidifié en gros blocs, on les découpe en morceaux plus petits, plus pratiques pour la suite. Ces morceaux, on les appelle des ébauches ou des lopins. On les envoie ensuite vers des machines spéciales qui vont petit à petit donner au métal la forme voulue. Par exemple, pour les roulements à billes, on crée de petites ébauches rondes. Et pour les roulements à rouleau, des ébauches cylindriques. Le processus d'usinage est d'une précision incroyable. Chaque pièce est travaillée avec une marge d'erreur qui ne dépasse pas 1 millième de millimètre. C'est hyper important parce que la moindre imprécision, même minuscule, peut affecter le fonctionnement du roulement. Après la mise en forme, c'est l'étape de la rectification. Les ébauches passent dans des rectifieuses qui rendent leur surface parfaitement lisse et régulière. Ce qui est crucial, c'est que chaque bille ou chaque rouleau
soit impeccablement rond. Ça garantit que la charge est répartie uniformément. À ce stade, les billets sont rectifiés plusieurs fois, puis polis jusqu'à briller comme un miroir. Le traitement final rend la surface tellement lisse que même au microscope, c'est difficile de trouver le moindre défaut. Pour que les roulements soient super costauds et capables de supporter des charges élevées, on leur fait subir un traitement thermique. On chauffe les pièces dans des fours spéciaux jusqu'à environ 850 degrés Celsius. Puis, on les refroidit très vite dans de l'huile ou de l'eau. Ce processus, ça s'appelle la trempe. Juste après, on les réchauffe une nouvelle fois, mais à une température plus basse, autour de 150 ou 200 degrés. Cette étape, qu'on appelle le revenu, ça permet de réduire les tensions internes dans le métal et de le rendre plus durable, plus résistant dans le temps. Les billes, ou les rouleaux finis, sont ensuite placés dans une enveloppe spéciale. C'est ce qu'on appelle la cage. Pour les roulements à billes, il faut exactement 6 ou 8 billes, positionnées de manière égale autour de la bague intérieure. La cage est fabriquée dans un métal spécial qui protège les billes contre les chocs et les dommages. Pour réduire la friction et éviter l'usure entre les surfaces, on ajoute un lubrifiant. Ça peut être une huile spéciale ou une graisse épaisse. Après ça, le roulement est scellé avec des joints d'étanchéité pour que le lubrifiant ne s'échappe pas et que la saleté ne puisse pas rentrer. Avant d'envoyer le roulement au client, on le vérifie sous toutes les coutures. On teste sa résistance à l'usure, sa solidité et la précision de son fonctionnement. Par exemple, chaque roulement doit pouvoir supporter une charge de plus de 300 kg et tourner impeccablement à des vitesses allant jusqu'à 10 000 tours par minute. C'est du sérieux. La dernière étape, c'est l'emballage des roulements dans des boîtes spéciales. Certains partent directement dans les usines, où on assemble les voitures, tandis que d'autres sont vendus dans les magasins de pièces auto. Actuellement, le marché mondial des roulements est estimé à environ 120 milliards de dollars américains. Les principales régions consommatrices sont l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Les leaders dans la production de roulements sont la Suède, l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. Aux États-Unis seulement, on produit plus de 600 millions de roulements chaque année, ce qui couvre les besoins de l'industrie automobile, aéronautique et d'autres secteurs industriels. Les technologies modernes transforment même les plus petites pièces de nos voitures, et les roulements ne font pas exception. Aujourd'hui, ils sont équipés de capteurs spéciaux qui permettent de surveiller leur fonctionnement en temps réel. Ces capteurs collectent des informations sur la température, les vibrations, la vitesse de rotation et même le degré d'usure. Grâce à ces données, on peut détecter rapidement le moindre problème avec le roulement et donc prévenir d'éventuelles pannes ou accidents. Pratique, non? Ces capteurs fonctionnent grâce à de l'électronique intégrée qui transmet les données à l'ordinateur central de la voiture ou même dans le cloud. Ça veut dire que le fabricant ou le conducteur peut recevoir des notifications sur l'état du roulement directement sur son smartphone ou sur l'écran de la voiture. Par exemple, si un roulement commence à surchauffer à cause d'une charge trop importante, le système le détecte et alerte le conducteur. En plus, ces innovations aident à optimiser l'utilisation des lubrifiants, ce qui prolonge la durée de vie des roulements. Dans l'industrie et l'aviation, les roulements équipés de capteurs deviennent indispensables pour assurer le fonctionnement sans interruption des équipements. Leur utilisation permet non seulement d'économiser sur la maintenance, mais contribue aussi à améliorer la sécurité et l'éco-responsabilité des machines. Les roulements intelligents, c'est clairement un grand pas en avant dans le monde de la technologie et du confort.
Même si on trouve les roulements intelligents, surtout dans l'automobile, ils sont aussi utilisés dans l'aviation, l'agriculture et même dans les éoliennes. Bref, partout où surveiller l'état des pièces est absolument critique. Grâce à cette surveillance précise et à l'optimisation du fonctionnement, les roulements intelligents aident à réduire la consommation d'énergie et de lubrifiants, ce qui est une bonne nouvelle pour l'environnement. Et qui sait, peut-être que bientôt, la technologie sera tellement avancée que le roulement nous criera lui-même. « Eh oh, tu vas où comme ça, abruti? Tu vois pas que je suis complètement mort? C'est l'heure d'aller au garage, pas de partir en vacances. » Dans le monde d'aujourd'hui, les structures en acier sont à la base de presque toutes les constructions, des maisons aux ponts, en passant par les sites industriels. Les armatures, qui renforcent le béton, doivent être à la fois solides et écologiquement produites. C'est pourquoi de plus en plus d'usines passent à la fabrication d'acier à partir de ferraille recyclée, un moyen de réduire considérablement l'impact environnemental. Allez, voyons en détail comment tout ça se passe dans une aciérie moderne et éco-responsable. Tout commence avec la ferraille, des vieilles voitures, des structures en béton armé, des tuyaux usés, des débris de construction et d'autres déchets métalliques. La ferraille est collectée dans des centres spécialisés, triée par type d'acier et nettoyée de ses impuretés, plastique, caoutchouc, peinture, résidus de béton. C'est une étape ultra importante, parce que la qualité de la matière première influence directement celle de l'acier final. Le tri est fait avec des séparateurs magnétiques, à la main et via des systèmes automatisés modernes. Les gros morceaux, comme les carcasses de voitures, les vieilles structures métalliques, les grandes pièces en fer, sont trop encombrants pour être directement fondus. Ils doivent donc être réduits à des morceaux plus petits, d'environ 10 ou 15 cm. Pour ça, on utilise d'énormes broyeurs, de vraies machines de guerre, avec des marteaux lourds ou des couteaux tournant à pleine vitesse. Un seul broyeur peut transformer des dizaines de tonnes de ferraille par heure en petits morceaux, prêts à fondre. Aujourd'hui, les aciéries modernes utilisent des fours électriques à arc, bien plus écologiques que les hauts fourneaux classiques. Ils fonctionnent à l'électricité, ce qui permet de réduire les émissions polluantes de près de 60%. C'est énorme, tu vois? Le processus commence en chargeant dans le four la ferraille préparée. Ces morceaux d'acier propres et triés. À l'intérieur, de puissantes électrodes en graphite créent un arc électrique, générant une température hallucinante, plus de 1600 degrés Celsius. À cette chaleur, le métal fond en quelques instants pour devenir de l'acier liquide. Le gros avantage des fours électriques, c'est qu'on peut contrôler très précisément la température de fusion. Résultat, un processus super efficace, sans surchauffe inutile, moins d'énergie consommée et une qualité d'acier au top. Pendant la fusion, on ajoute des éléments d'alliage, des ajouts spéciaux pour améliorer les propriétés de l'acier. Les plus courants, le manganèse, le chrome et le nickel. Le manganèse rend l'acier plus solide et plus dur. Le chrome le protège contre la rouille. Et le nickel lui donne de la souplesse et de la longévité. Grâce au dosage précis de ces éléments, les producteurs créent des aciers adaptés aux besoins spécifiques du bâtiment ou de l'industrie. Les fours électriques permettent de garder une composition chimique super stable et de l'ajuster à tout moment pendant la fusion. Quand l'acier liquide atteint la bonne température et la bonne composition, il est transféré du four vers des grandes cuves spéciales qu'on appelle des poches.
Ces poches, faites de matériaux ultra résistants au feu, peuvent contenir plusieurs tonnes d'acier fondu à plus de 1600 degrés Celsius. Ensuite, l'acier est versé dans des moules, ou cristalliseurs, où il se refroidit rapidement et durcit, formant des barres longues de métal brut. Ces cristalliseurs peuvent être ouverts ou fermés, selon les technologies utilisées. Dans les moules ouverts, l'acier refroidit naturellement. Dans les fermés, on accélère le refroidissement avec de l'eau. Les pièces obtenues sont appelées blooms, s'ils sont carrés ou rectangulaires, ou slabs, s'ils sont plats. Les longueurs standards vont de 6 à 12 mètres, la largeur et l'épaisseur varient selon l'usage prévu. Ces tailles sont parfaites pour le transport et le traitement. Après solidification et premier refroidissement, on découpe les bords irréguliers, on nettoie la surface des résidus. Les pièces sont alors prêtes à être envoyées au laminoir pour devenir des produits finis, armatures, plaques, tubes, etc. Pour le laminage, on utilise des laminoirs spécialisés qui réduisent progressivement l'épaisseur du métal et lui donnent la forme souhaitée. Les armatures ont généralement une surface nervurée pour mieux s'accrocher au béton. Ces nervures sont formées par des rouleaux spéciaux pendant le laminage. Le laminage se fait à haute température, ce qui rend l'acier plus malléable, sans fissures ni défauts. Après le laminage, l'armature est refroidie à l'air libre ou par des systèmes de refroidissement contrôlés pour éviter les tensions internes et les déformations. Chaque lot d'armature passe un contrôle qualité strict. On vérifie le diamètre, la résistance à la traction, la flexibilité et l'absence de défauts visibles. Pour ça, on utilise des appareils modernes, ultrasons, machines de test mécanique, inspection visuelle. Recycler la ferraille réduit les déchets dans les décharges et la pollution des sols. Réutiliser le métal limite l'extraction minière et donc protège les écosystèmes naturels. Les aciéries modernes, qui produisent des armatures à partir de ferraille, sont des modèles de technologie avancée, d'efficacité et de respect de l'environnement. Elles permettent non seulement de produire de l'acier haut de gamme, mais aussi de réduire l'empreinte carbone. Grâce aux innovations dans les fours électriques, à l'automatisation et au contrôle qualité, ces usines sont des piliers du développement durable dans la construction. L'armature produite ici devient la base de structures solides et fiables, et le processus tout entier, un bel exemple de responsabilité écologique et d'excellence technique. Les produits de finish, tubes, armatures, pièces métalliques, sont emballés sur des palettes en bois ou en plastique. Ensuite, tout est sécurisé avec un film étirable pour éviter tout déplacement et protéger contre la poussière. Léger comme une plume par rapport à l'acier, mais tout aussi résistant. Un métal qui ne craint ni la rouille, ni l'eau salée, et qui peut même vivre dans ton corps, sans provoquer la moindre allergie. C'est le titane. Mais comment, à partir de la roche qu'on appelle minerai, ce métal voit-il le jour? Plongeons ensemble dans son incroyable voyage. Le titane ne se trouve pas tout simplement à l'état pur, comme l'or ou l'argent. Il est caché dans des roches qu'on appelle le rutile et l'ilménite. Des pierres lourdes, sombres, qu'il faut extraire du sol. Des excavatrices géantes, de véritables titans de la construction,
déchirent la terre sur des dizaines de mètres de profondeur. Leurs godets, de la taille d'une petite voiture, s'enfoncent dans le sol avec un rugissement, soulevant des tonnes de pierres, de sable et d'argile. Le ciel se charge de nuages de poussière, les moteurs grondent, le métal grince. Chaque mouvement de ces machines est une danse de puissance, où la précision se mêle à une force impressionnante. Des chaînes gigantesques, des systèmes hydrauliques agissent comme des muscles mécaniques, permettant à ces monstres de dompter même les roches les plus dures. Un véritable spectacle de technologie, où chaque coup de pelle nous rapproche des trésors de la Terre, ce minerai, point de départ d'une grande aventure industrielle. Le minerai extrait peut peser des centaines de tonnes chaque jour. Mais avant tout, il faut le purifier. Enlever les pierres, le sable, le fer, grâce à des séparateurs magnétiques et gravitationnels. Imagine un tamis géant qui ne laisse passer que les particules dont on a besoin. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Le titane, dans le minerai, c'est comme un gâteau avec du chocolat et de la crème. Mais nous, on ne veut que la crème. Pour ça, on utilise le procédé Kroll, en 2 grandes étapes. On mélange le minerai avec du charbon, on le chauffe à une température extrême, plus de 1000 degrés Celsius, tout en y injectant du gaz chlore. Le chlore réagit avec le titane et l'oxygène présent dans la roche, formant une substance liquide, le tétrachlorure de titane. Cette substance est ensuite purifiée, jusqu'à devenir un gaz transparent et léger. Le processus dure plusieurs jours, avec une surveillance constante de la température et de l'atmosphère pour éviter toute oxydation. Le tétrachlorure purifié est ensuite acheminé dans une grande chambre hermétique. Là, il est mélangé avec du magnésium fondu, à une température dépassant 1500 degrés Celsius. Le magnésium capte le chlore, laissant derrière lui du titane pur sous forme de masse poreuse, qu'on appelle l'éponge de titane. Ce processus prend plusieurs jours et doit se faire à l'abri de l'air, car le titane réagit très vite avec l'oxygène. L'éponge de titane est ensuite refroidie, broyée, puis compressée en gros blocs. Ces blocs ressemblent à de grands cylindres, environ 8 cm de diamètre pour 35 cm de long, parfait pour le transport et les futures transformations. Une fois ces lingots de titane obtenus par fusion et moulage, on passe à l'étape suivante, la mise en forme. C'est là que le titane prend vie, sous forme de pièces pour l'aviation, la médecine, la mécanique et bien d'autres secteurs. On commence par chauffer les lingots à des températures élevées, autour de 950 degrés Celsius. Cette chaleur rend le métal plus malléable, plus facile à travailler, sans risque de fissure. Mais même chauffé, le titane reste incroyablement solide. Donc il faut des machines spéciales, des presses puissantes, capables de générer des forces énormes. L'une des méthodes les plus courantes pour transformer le titane, c'est le laminage. Les lingots passent entre des rouleaux, qui les aplatissent progressivement, donnant des feuilles minces et régulières. Ces feuilles de titane sont ensuite utilisées pour fabriquer des carlingues d'avion, des implants médicaux, des pièces de moteur et bien plus encore. En plus du laminage, on utilise aussi le forgeage. Le titane est alors soumis à des pressions énormes pour prendre la forme voulue. Grâce au forgeage, la structure du métal devient plus dense, augmentant sa résistance et sa capacité à absorber les chocs. Idéal pour des pièces qui doivent fonctionner dans des conditions extrêmes, comme les moteurs d'avion.
Le titane peut aussi être plié, découpé et percé. Mais en raison de sa dureté, ces opérations nécessitent des outils spéciaux, souvent en diamant ou en carbure. La découpe se fait avec des disques diamantés ou des outils en carbure qui restent tranchants et résistants au titane. Le perçage, lui, doit se faire avec un refroidissement constant pour éviter toute surchauffe. Le titane a aussi la particularité de réagir avec l'air à haute température, formant une couche d'oxyde solide. C'est pourquoi toutes les opérations de chauffage et de mise en forme se font sous atmosphère contrôlée, sous vide ou avec des gaz inertes. Les avions et les vaisseaux spatiaux contiennent jusqu'à 30% de titane, parce qu'il est léger et supporte de grandes contraintes. Les implants en titane ne sont pas rejetés par le corps, ce qui les rend parfaits pour les prothèses, les implants dentaires et même les stimulateurs cardiaques. Les voitures de sport utilisent du titane pour être plus légères et plus rapides. Les turbines, les équipements chimiques, les navires, tout ça utilise du titane pour sa résistance à la corrosion. Et ce n'est pas tout. Le titane peut être fondu et réutilisé sans perdre ses propriétés. Sa légèreté aide à économiser du carburant dans les avions et les voitures, réduisant ainsi les émissions de gaz polluants. Les ingénieurs continuent d'inventer des méthodes plus économiques et écologiques pour produire ce métal incroyable. Mais la vraie révolution, c'est l'impression 3D avec du titane. L'avenir est déjà là. Au lieu de découper ou de forger le métal, on le fait pousser couche par couche, comme un puzzle en 3D. Avec cette technologie, on peut créer des formes complexes, des structures internes, légères mais solides, impossibles à obtenir par des méthodes traditionnelles. En impression 3D, chaque couche de poudre de titane est fondue au laser ou par un faisceau d'électrons. C'est pas juste une technologie, c'est l'avenir. Un avenir qui nous permet de fabriquer des pièces plus légères, plus résistantes et parfaitement adaptées aux exigences de l'aéronautique, de la médecine et même de l'exploration spatiale. Imagine ça, chaque année, on produit dans le monde plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre. C'est plus que le poids de 300 pyramides de Khéops. Mais d'où vient tout ce cuivre? Comment, à partir d'énormes cathodes lourdes, on obtient ce fil fin, souple, qui conduit l'électricité jusque chez toi? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de ce processus fascinant. Des mines où l'on extrait le minerai, jusqu'aux fours enflammés, où le cuivre fond pour devenir ce métal brillant. Prépare-toi à une aventure où les températures dépassent le millier de degrés et où une seule barre de cuivre peut peser plus qu'un ours. Prenons une référence. 500 kg, c'est déjà un très gros ours. Et pourtant, les barres de cuivre peuvent peser entre 536 et 3376 kg. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est parce que le cuivre est un métal très dense. Tout commence par l'extraction du minerai de cuivre dans les mines ou les carrières. Le minerai est concassé, enrichi et envoyé à une fonderie. Là, on obtient ce qu'on appelle le cuivre brut, qui contient encore des impuretés. Pour obtenir du cuivre pur, on le refond et on le purifie par électrolyse. Le cuivre est dissous dans de l'acide, puis précipité sur des plaques métalliques spéciales, les cathodes. Ces cathodes de cuivre ont une forme rectangulaire, plusieurs centimètres d'épaisseur et pèsent en eau des centaines de kilogrammes. On les empile, on les attache avec des bandes métalliques ou on les emballe sur des palettes en bois. Ensuite, elles sont chargées dans des camions, des wagons de train
ou des conteneurs pour le transport maritime, tout dépend de la distance et de l'emplacement de l'usine. Les grandes fonderies de cuivre sont souvent loin des usines de production de fils, donc le transport peut prendre des jours, voire des semaines. Une fois arrivés à l'usine, les cathodes sont déchargées avec des grues ou des chariots élévateurs, déballées et envoyées pour une nouvelle transformation, fusion et étirage en fil. Ces cathodes, c'est pratiquement du cuivre pur, à 99 entiers et 99 centièmes %. C'est ça qui garantit la qualité du fil à venir. Ces plaques, lourdes et imposantes, sont le point de départ de tout fil de cuivre que tu vois dans les installations électriques, les appareils électroniques ou même les centrales électriques. Sur l'usine de fil, les cathodes sont délicatement déposées dans un immense four de fusion. C'est un véritable monstre, avec des parois épaisses, capables de supporter des températures extrêmes. Dès que les portes du four se ferment, commence la phase la plus brûlante, la fusion du cuivre. À l'intérieur du four, la température grimpe à plus de 1000 degrés Celsius, 10 fois plus qu'un four domestique, qui atteint au maximum 250 degrés. Là, les cathodes chauffent progressivement et le cuivre solide commence à fondre, changeant de forme. D'imposantes plaques lourdes, il devient un liquide brillant, incandescent, comme de la lave en fusion ou du verre doré. Des flots de cuivre liquide circulent dans le four, passant du rouge vif à l'orange, puis au blanc. Un véritable spectacle. À ce stade, il est crucial qu'aucune impureté ne pénètre dans le cuivre. Alors, le processus de fusion est strictement surveillé. Les ingénieurs contrôlent en permanence la température, la pression et la pureté de l'atmosphère dans le four. Si nécessaire, on ajoute des substances spéciales, des flux, pour éliminer les dernières impuretés et les scories. Une fois que le cuivre liquide est parfaitement pur, il est prêt pour l'étape suivante, la coulée. De cette lave de cuivre en fusion, naîtront bientôt les barres de cuivre qui deviendront du fil. Le métal fondu est versé dans des moules pour former des barres épaisses. Chaque barre peut peser plusieurs centaines de kilogrammes et avoir l'épaisseur d'un poignet humain. Et là, la magie opère. Des machines étirent ces barres à travers des trous de différents diamètres, réduisant progressivement leur épaisseur. Imagine ça, une barre épaisse se transforme en un fil fin, de moins d'1 millimètre de diamètre. Pour obtenir un fil standard, le cuivre passe parfois par 20 ou 30 ouvertures différentes. Après cette transformation, le fil doit être refroidi rapidement. Dès que le fil brûlant sort de la machine de tréfilage, il est immédiatement aspergé d'eau froide. Cette opération permet au cuivre de se solidifier rapidement et d'acquérir la résistance et la souplesse souhaitées. L'eau grésille, la vapeur s'élève et le fil devient instantanément froid au toucher. Ensuite, il est enroulé automatiquement sur d'immenses bobines, des tambours de plusieurs mètres de diamètre. Ces bobines ressemblent à d'énormes pelotes de fil, mais en cuivre pur. Une seule bobine peut contenir des kilomètres de fil. Pour te donner une idée, si on déroulait ce fil, on pourrait faire le tour d'un terrain de football plus de 60 fois.
Les bobines sont alors prêtes à être expédiées vers les usines qui fabriqueront des câbles, des composants électroniques ou même des instruments de musique. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de fils de cuivre sont produites dans le monde. À partir d'un seul kilogramme de cuivre, on peut fabriquer 40 mètres de fils standard. Et le cuivre est tellement polyvalent qu'on en fait même des cordes pour les instruments de musique. Mais avant d'être utilisé, ce fil doit être isolé pour conduire l'électricité en toute sécurité. Pour cela, on le recouvre d'une gaine de plastique grâce à des machines modernes appelées extrudeuses. Le fil passe dans un tube où des granulés de plastique sont chauffés jusqu'à devenir une pâte visqueuse. Cette matière fondue est ensuite appliquée autour du fil, formant une gaine protectrice. Le résultat? Un fil parfaitement isolé, avec une gaine lisse et uniforme. La couleur de cette gaine peut varier. Noir, blanc, jaune, bleu, vert. Tout dépend de l'usage prévu et des normes de sécurité. Le fil isolé passe ensuite par une cuve d'eau froide pour durcir rapidement. Des capteurs vérifient en continu l'épaisseur de l'isolant, détectant la moindre fissure ou imperfection. Les bobines de fil isolé sont alors marquées avec les informations essentielles. Fabricant, tension, caractéristiques techniques. Elles sont enfin prêtes pour être expédiées aux entrepôts, aux magasins ou directement aux clients. Et voilà comment le cuivre, extrait des profondeurs de la Terre, devient ce fil brillant et flexible qui alimente tes appareils et tes installations électriques. Chaque année, au Japon, on consomme plus de 120 000 tonnes de poissons. Et une bonne partie ne finit pas à la poêle, mais en sashimi, ces tranches fines d'un mets cru et délicat. Mais que se passe-t-il si une seule erreur peut coûter la vie? Dans cette histoire, on ne parle pas juste de la précision du filetage ou de la perfection des couteaux japonais. Tu vas voir comment fonctionne un système où même le poisson est tué de manière humaine et où les maîtres passent un examen en mangeant leur propre fugu. Ce n'est pas de la cuisine, c'est un rituel à la frontière entre la vie et la mort. Les mers autour du Japon, ce n'est pas juste de l'eau. C'est une immense artère nourricière, d'où le pays tire chaque jour du poisson frais pour sa fierté gastronomique la plus célèbre, le sashimi. Tout commence dès la nuit. Dans les ports, les moteurs de bateaux spéciaux se mettent à ronronner. Ils sont équipés, non seulement de filets, mais aussi des systèmes de sonar les plus modernes. Les capitaines suivent les bancs de thon ou de maquereaux, comme si c'était une opération militaire. La précision, c'est la clé. Il faut attraper le poisson au moment idéal, quand il est le plus gras, le plus tendre et qu'il n'a pas subi de stress. Quand la cible est repérée, les filets et les harpons sont lancés à la vitesse de l'éclair. Tout se passe en quelques minutes. Un seul bateau peut remonter à son bord plus de 20 tonnes de poissons par sortie. Mais le plus important, c'est de préserver la fraîcheur. Dès que la prise arrive sur le pont, le poisson est immédiatement endormi avec de la glace. Ou alors, pour les variétés premium, on pratique la procédure ikejime, une mise à mort rapide par la moelle épinière, pour éviter que la chair ne se dégrade à cause du stress. Ensuite,
c'est la course contre la montre pour le ramener à terre. Le poisson est chargé dans des camions frigorifiques et transporté directement vers les usines ou le marché aux poissons de Tokyo. Tout doit se faire en moins de 24 heures. Sinon, le produit n'aura pas le droit d'être appelé sashimi. C'est une règle stricte. Pendant que les bateaux de pêche sont encore en train d'accoster, le travail bat déjà son plein à l'usine. Dans une zone de réception spéciale, on dirait un laboratoire stérile, les équipes se préparent à inspecter chaque lot. Les conteneurs contenant la pêche fraîche sont immédiatement déplacés vers des sas réfrigérés, où la température est maintenue entre 0 et 2 degrés Celsius. Ici, pas de place pour l'improvisation. La qualité du poisson pour sashimi est contrôlée aussi rigoureusement qu'un produit pharmaceutique. D'abord, l'inspection visuelle, la couleur de la peau, l'éclat des écailles, la clarté des yeux. Ensuite, on mesure la température de la chair à l'intérieur du poisson. Elle ne doit pas dépasser 5 degrés. Dans le laboratoire juste à côté, on vérifie des échantillons pour détecter l'histamine et les parasites, car le poisson va être consommé cru. Pour certaines variétés, comme le thon rouge, les entreprises ont même des spécialistes qui dégustent le filet cru. Ils jugent au goût si la chair a la bonne texture, la bonne teneur en gras et le bon arrière-goût. C'est dire le niveau d'exigence. Si le lot passe le contrôle, il est accepté, pesé et étiqueté. Chaque poisson reçoit un code QR avec toute son histoire, où il a été pêché, quand, comment il a été conservé. Ça permet non seulement de tracer la qualité, mais aussi d'inspirer confiance aux gourmets les plus exigeants du Japon et du monde entier. Après avoir passé tous les contrôles, le poisson arrive dans l'atelier de découpe. C'est un véritable royaume de précision, de vitesse et de savoir-faire. Ici, tout brille d'acier. Les couteaux, les tables, les tapis roulants. Chaque mouvement est comme une danse parfaitement exécutée. Dans ces ateliers, travaillent des maîtres fileteurs spécialement formés, qui ont passé des années à maîtriser l'art de découper le poisson. Un seul thon de 200 kg peut être découpé en morceaux en quelques minutes, et pas un gramme de cette précieuse chair ne sera gaspillé. Le processus commence par une coupe grossière. On sépare la tête et la queue, on retire les viscères, puis on détache délicatement la peau. Ensuite, on file le poisson. On sépare les grands filets de l'arête centrale. Pour le sashimi, une texture parfaite est essentielle, donc la coupe doit être lisse et sans aucun dommage. Tout est fait à la main ou avec l'aide de machines semi-automatiques, mais les opérations les plus délicates, uniquement par les mains du maître. Dans certains cas, on utilise la technique japonaise spéciale de préparation, l'ikejime. C'est une méthode de traitement humaine et délicate qui permet de préserver au maximum la fraîcheur et la texture de la chair. Ces poissons traités ainsi coûtent plus cher et sont destinés aux clients les plus exigeants. Les chutes, les têtes et les arêtes ne sont pas jetées. Elles sont immédiatement triées pour être réutilisées, pour faire des bouillons, des conserves ou de la nourriture pour animaux. Rien ne se perd. Tout le système est conçu pour une efficacité maximale et un grand respect du produit. Parlons maintenant à part du sashimi le plus cher et le plus dangereux. Il est coupé si finement que le motif de l'assiette apparaît à travers les tranches, comme à travers de la soie. Ce n'est pas juste du poisson, c'est le fugu, le mets le plus dangereux du Japon, un plat à la frontière entre la vie et la mort. Son poison est plus puissant que le cyanure. Une erreur du cuisinier, et ton dîner pourrait être le dernier. Le fugu, ou poisson globe, peut se gonfler quand il a peur. Grâce à l'air ou à l'eau, il se dilate en forme de boule pour effrayer les prédateurs. Mais le plus effrayant en lui, c'est l'invisible. Le foie, les ovaires, les intestins et même la peau contiennent de la tétrodotoxine, un puissant neurotoxique capable de paralyser les muscles et d'arrêter la respiration. Et il n'existe pas d'antidote connu. Flippant, non? C'est pourquoi, au Japon,
la préparation du fugu n'est autorisée qu'aux cuisiniers spécialement formés. Pour obtenir une licence, ils suivent jusqu'à 3 ans de formation, étudient l'anatomie du poisson, s'entraînent à la découpe et passent un examen d'état. Seuls environ 30 candidats réussissent. Pendant l'examen, ils doivent découper correctement le poisson, le préparer et manger leur propre plat. C'est ça, le niveau. Le sashimi de fugu, c'est plus un rituel qu'un simple plat. Il est servi coupé en tranches extrêmement fines. Les morceaux sont presque transparents, disposés sur l'assiette en forme de fleurs de chrysanthème, un symbole traditionnel de la mort au Japon. Tout ça, c'est un rappel du danger qui se cache sous la beauté. Le goût du sashimi de fugu est incroyablement délicat, presque neutre. L'essentiel ici n'est pas le plaisir gustatif, mais l'expérience vécue et la confiance absolue dans le maître cuisinier. Parfois, les clients demandent une légère sensation de picotement. Cette sensation qui apparaît sur la langue quand un morceau de poisson touche la muqueuse avec une microdose de toxine, volontairement laissée par le chef. Mais ça, c'est jouer avec le feu. Dans les usines, le fugu n'est pas traité à grande échelle. Le risque est trop élevé. Certaines entreprises licenciées peuvent proposer des kits pour sashimi de fugu. De la chair nettoyée, préparée par un spécialiste certifié, emballée sous vide, en respectant toutes les normes. Mais même ces kits sont interdits dans de nombreux pays, à cause du danger qu'ils représentent. Au Japon, on peut déguster des plats à base de fugu dans des restaurants spécialisés, appelés tekkei, où tous les cuisiniers ont la permission nécessaire. Un seul de ces dîners coûte entre 100 et 300 $, selon la saison et le type de poisson. Alors, combien seriez-vous prêt à payer pour risquer de mourir? Les fugus les plus prisés sont ceux pêchés en hiver. Leur chair est plus ferme et leur goût plus profond. Le poisson est pêché dans l'océan Pacifique, près des côtes japonaises. C'est principalement de la pêche artisanale, avec des filets d'eau spéciaux ou à la ligne. Une partie du fugu est élevée en ferme, où il est nourri avec une nourriture spéciale pour éviter l'accumulation de toxines. Mais même avec ce fugu d'élevage, on travaille avec la plus grande prudence. On ne plaisante pas avec le fugu.